Un nuage de poussière s'élevait, collant au visage, aux lèvres, aux cils, sèche, jaune, avec un goût de brûlé, et celle-là même qui reste après un incendie. Ellie Moore se tenait au milieu des cendres, là où, la veille encore, se trouvait sa ferme. Autrefois, il y avait une maison ici. Depuis la véranda, on voyait les pâturages. Et le soir, on entendait sa femme chanter en berçant leur fils. Maintenant, il n'y avait plus que des planches carbonisées, une poutre brisée, saillant comme une aile cassée, et le silence. Un silence si profond que même le vent semblait ralentir pour ne pas troubler ce lieu. Son fils Jamie, âgé de 4 ans, dormait dans la charrette, blotti sous une couverture. Il ne pleurait pas. Il regardait simplement son père extraire des décombres les quelques objets restants, un fer à cheval de la porte, un couteau au manche en os, une coupe en fer, un cadeau de mariage. Tout le reste avait été consumé par le feu. Les bandits n'avaient rien laissé. Ils ont pris le bétail, incendié la grange, et c'est tout, murmura Ellie comme pour lui-même. Pourtant, tu avais dit, John, qu'il ne viendrait quinter pas. Il soupira et regarda vers la route, où la veille, leurs voisins s'étaient tenus, ceux qui étaient venus voir, mais n'avaient offert que des mots de sympathie. Il s'agenouilla, serrant la cendre dans sa main. Elle était chaude, encore vivante. 2 jours passèrent. Ellie n'avait pas mangé. Il se contentait de donner de l'eau à son fils et cherchait désespérément par où commencer. Il n'y avait pas de travail dans le comté. La terre appartenait à la banque d'Evro et le loyer était cher, surtout maintenant que tout avait brûlé. À l'aube, il attela la charrette, installa Jamie à ses côtés et, sirotant un café froid de sa gourde, se dirigea vers Willow Creek, vers le shérif et peut-être vers le prêtre. Non pas pour demander l'aumône, mais pour obtenir conseil. Et tout se serait déroulé comme prévu, si ce n'avait été pour elle. Maggie Devro se tenait à l'entrée de la banque de son père, vêtue d'une robe couleur rose fanée et d'un chapeau à large bord protégeant son visage du soleil. Elle portait des gants fins, avait une démarche élégante, mais son regard était direct, ferme, comme celui de ceux qui, depuis l'enfance, connaissent la valeur de la terre sous leurs pieds. « Monsieur Moore, » dit-elle en s'adressant à lui alors qu'il passait, « nous devons parler. » Il s'arrêta, hocha la tête, mais ne sourit pas. « Ce n'est pas pour cela que je suis venu ici, mademoiselle Devro. Je sais, j'ai entendu parler de l'incendie. Je suis désolé. Mais il y a une discussion à avoir. Venez au bureau. » Il n'aimait pas les banquiers, surtout les héritiers de banquiers. Mais ce jour-là, il n'avait pas la force de discuter. Il laissa Jamie avec le constable sur la véranda et la suivit à l'intérieur. Le bureau était frais, avec des fauteuils en cuir et un silence qui pesait plus lourd que les cendres de sa ferme. Une carte du comté était accrochée au mur. Maggie s'en approcha, pointant la partie sud, une parcelle à 15 miles de la ville. « Cette parcelle de terre est litigieuse, » dit-elle. « Plusieurs squatteuses ont commencé à s'y installer après la mort de mon père. La loi est de mon côté, mais ils ne partent pas. Ils menacent. L'un d'eux a déjà tiré sur le gérant. J'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour les remettre à leur place. Pas avec des armes, par sa seule présence. Pas besoin de me payer, » coupa Ellie. Elle se tourna, plissant les yeux. « Je ne propose pas d'argent. La terre, la tienne, en location, sans loyer, 5 ans, tant que tu es avec moi, comme garde du corps. Ensuite, tu pourras y cultiver ce que tu voudras. » Il la regarda longuement, puis il se leva. « Vous me confondez avec un garde du corps. Je suis fermier, pas un tueur. » « Je ne vous demande pas de tuer, monsieur Moore. Juste d'être là. Je n'ai pas beaucoup de gens en qui je peux avoir confiance. » Il serra les dents. Son fils avait besoin d'un endroit pour vivre. La terre était une chance. Mais faire confiance à des banquiers, aux Devro, après que son père eût eu tant de mal à payer son propre ranch. « Une seule condition, dit-il. Je ne pars pas pour de l'argent ni pour vous.
seulement pour la terre, et seulement pour l'honneur. Pas $1 de plus. Maggie hocha la tête. Quelque chose passa dans ses yeux, de la surprise, peut-être du respect, mais elle ne dit rien. « Nous partons demain à l'aube, » dit-elle simplement. « Préparez-vous. » Il passa la nuit dans la grange du vieux forgeron, recroquevillé avec son fils sous une selle. Le sommeil ne venait pas. Des bribes de conversation, la voix de sa femme, l'odeur de la fumée tourbillonnait dans sa tête. Il se rappela comment il avait rencontré Abby aux danses de Hogville. Son rire, ses mains sentant le savon. Comment il l'avait tenue par la taille en la ramenant chez eux. Et puis, comment il l'avait emmenée en ville quand elle était tombée malade. Et comment il l'avait enterrée. Depuis lors, seulement son fils, seulement la terre, seulement le labeur. Et maintenant, tout était de nouveau perdu. Et voilà que cette femme, aux yeux couleur désert, lui proposait un marché où il serait un bouclier. Ellie ne croyait pas aux coïncidences. Tout ce qu'il lui restait, c'était son honneur. Et un garçon qui avait besoin d'une place au soleil. À l'aube, ils prirent la route. Ellie à cheval, une carabine sur l'épaule. Maggie dans une charrette à la bâche jaune. Ses cheveux étaient noués, un foulard autour du cou. Il pensa que toutes les jeunes femmes de la banque n'auraient pas accepté de se faire secouer 2 jours sur une route poussiéreuse pour de la terre. « Vous pouvez parler si vous vous ennuyez, » dit-elle après 1 heure de silence. « Je ne suis pas de ceux qui parlent pour ne rien dire, » répondit-il sans se retourner. « Moi non plus. » Mais après quelques miles, elle finit par parler. « Et votre garçon, avec qui est-il resté ?»« Avec ma tante en ville, pour 1 semaine. »« Il vous ressemble. » Ellie hocha la tête. « Il est fort. Sa mère est aussi en lui. Et vous, mademoiselle Devrault, voyagez-vous souvent dans les prairies avec des mercenaires ?»« C'est la première fois. Mon père s'en occupait avant. Maintenant, c'est à moi. Quelqu'un doit veiller sur ce qui appartient à notre famille. Et pourquoi pas le shérif? Le shérif a peur. Ces hommes sont d'anciens soldats, et l'un d'eux est Jed Holt. Vous avez entendu parler de lui? » Il se retourna. Son visage devint de pierre. « J'en ai entendu parler. Il était à mon ranch, la veille de l'incendie. Ils roulèrent en silence jusqu'au soir. Seul le grincement de la charrette, le frottement des pierres sous les sabots et l'odeur de sueur et de poudre à canon incrustée dans la veste d'Ellie rompaient le silence, mais quelque chose changeait dans l'air. Comme si ce voyage ne concernait pas seulement la terre. Quelque chose chez Maggie l'interpellait. Peut-être sa détermination, ou sa solitude, la même que la sienne. Cachée, fière. Auprès du feu, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Maggie retira ses gants et demanda doucement « Votre femme vous manque-t-elle » Il ne répondit pas tout de suite. « Chaque jour. Mais si ce n'était pour mon fils, je ne sais pas si je serais restée. » Elle regarda le feu. « J'ai aussi perdu quelqu'un. Mon frère. Il n'est pas revenu de la guerre. Alors vous savez ce que c'est. Quand tout semble vivant, mais qu'à l'intérieur, c'est comme si rien n'existait. Oui, un silence. Merci d'être venu, monsieur Moore. » Il se contenta d'acquiescer. Et dans le ciel au-dessus d'eux, une chouette solitaire cria. Le vent apporta l'odeur de la sauge, et avec elle, le pressentiment d'un changement. Quelque chose se préparait. Et peut-être n'était-ce pas seulement une nouvelle affaire qui commençait, mais une nouvelle vie. Ils partirent avant l'aube. La nuit était silencieuse. Les étoiles constellaient le ciel, comme de l'argent sur du velours noir. Eli était assis près du feu, vérifiant silencieusement sa carabine. Maggie ne dormait pas. Elle était sortie de la charrette avant même que le soleil n'ait doré les sommets des collines. « Sommes-nous presque arrivés ?» demanda-t-elle en boutonnant son épée sur tout. « Et environ 6 miles encore, derrière cette crête. »
Élie désigna la pente rougeâtre où une légère brume s'enroulait dans la lumière du matin. Là commençait la terre, pour laquelle elle devrait se battre. Vers midi, la route s'aggrava. Les roues s'enfonçaient dans les nids de poules, les pierres grinçaient contre les cieux. La charrette tanguait dans les virages. Autour, des buissons clairsemés, de l'herbe desséchée, des traces de sabots, comme si quelqu'un n'était passé récemment par là. Maggie scrutait l'horizon, les yeux plissés. « Il y avait une maison de gardien ici avant ?» dit-elle. « Elle devrait être proche. »« Si elle n'a pas été brûlée, » répondit Eli. Elle ne répondit rien. Alors qu'ils traversaient le lit asséché d'un ruisseau, un homme s'avança à leur rencontre. Grand, avec un torse robuste, vêtu d'une longue cape malgré la chaleur. Un colt à la ceinture, un fusil à l'épaule. Il se tenait immobile, tel un gardien à l'entrée. « Jed Holt » murmura Eli doucement, sans ralentir le pas. « Tu le reconnais ?» Maggie se tendit. « C'est lui ? Oui, mais il n'est plus seul maintenant. » Derrière les buissons apparurent deux autres hommes. L'un blond avec un bandana, l'autre trapu, avec une cicatrice sur la joue. Jed s'avança. « Mademoiselle Devrault » dit-il d'une voix rauque comme enrhumée. « Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez vous-même. D'habitude, on fait faire ces choses par d'autres. » Maggie descendit de la charrette. « La terre est la propriété de la famille Devrault. Vous et vos hommes êtes ici illégalement. Je suis venu vous proposer de partir avant que la loi n'intervienne. » Jed ricana. « La loi ? Vous n'avez peut-être pas entendu, mais le shérif Banks craint plus de perdre sa cravate que de s'impliquer avec d'anciens soldats. Et cette parcelle, elle n'appartient à personne. Pendant que vous régliez les papiers, nous nous sommes installés. Vous êtes en retard. J'ai des documents, j'ai des preuves, j'ai... » « Des papiers, » l'interrompit-il. « Et nous avons des armes. Et l'intention de rester. Et que ferez-vous? Nous enverrez-vous en enfer en vous cachant derrière ça ?» Il fit un signe de tête vers Élie. Élie resta silencieux. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Holt. Il gardait une main près de sa ceinture, mais ne touchait pas son arme. « Je suis Eli Moore, » prononça-t-il enfin. « Je ne suis pas avocat, ni mercenaire, mais je serai à ses côtés. Jusqu'au bout. » Holt ricana. « Je te connais, Moore. J'ai entendu parler de ta ferme. Dommage que ça se soit passé comme ça. Tu étais là la veille de l'incendie. Ce n'est pas moi qui l'ai incendié. Mais pour être honnête, dommage que ce ne soit pas moi. On t'aurait effacé de la carte plus vite. » Ils retournèrent à la maison du gardien. Elle avait effectivement survécu. Une cabane en rondin, délabrée, avec un côté de toit effondré mais solide. À l'intérieur, ça sentait le moisi, mais le plancher était intact. « Nous resterons ici, » dit Élie. « D'ici, on voit tout. Tu comprends qu'il pourrait être attaqué cette nuit. Je comprends. Pourquoi es-tu si calme? » Il s'assit sur un tabouret, sortit son couteau et commença à l'aiguiser. « Et parce que si je craque, tu craqueras aussi, et je ne le permettrai pas. » Elle s'assit en face de lui. Entre eux, seulement l'odeur du café, le silence et l'attente. « Tu n'as pas peur de mourir ?» demanda-t-elle soudain. Il réfléchit. « Après Abby, je n'ai plus peur de mourir, mais de ne pas finir ce que j'ai commencé. » Elle baissa les yeux. « J'ai aussi enterré quelqu'un. Mon père Estia est mort lentement, douloureusement. J'ai regardé sa volonté s'éteindre. Et j'ai juré de garder cette terre. Pour lui, pour moi. » Élie hocha la tête. « Alors nous avons des raisons similaires, toi et moi. » La nuit était silencieuse, suspectement silencieuse. Le vent chassait les feuilles sèches, le vieux volet grinçait. Élie était assis près de la fenêtre, sa carabine sur les genoux. Maggie dormait dans un coin sur un vieux matelas, couverte d'un plaid. Il la regarda. Elle dormait profondément, les lèvres serrées, comme si même en rêve, elle ne s'autorisait pas à se détendre. Il remarqua des traces de larmes
à peine perceptible sur ses joues. Pas un sanglot, juste des marques. Il détourna le regard. À l'aube, un coup de feu les réveilla. Un seul à blanc, en l'air. Ils se précipitèrent de dehors. Holt se tenait devant la maison, seul, sans arme à la main. « Vous avez décidé de rester » cria-t-il. « Nous avons décidé » répondit Ellie. « Alors, jusqu'au soir, après Dougos, nous commencerons à prendre par la force. » Il s'en alla. Pas de menaces, pas de cris, juste une déclaration de fait. Pendant la journée, Eli renforça les fenêtres. Il fabriqua des étais, tendit des cordes, aiguisa des couteaux. Maggie l'aida en silence, sans poser de questions. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, » dit-elle le soir. « Tu pourrais retourner en ville, reprendre ton fils, trouver une autre parcelle. Il n'y en a pas d'autre, seulement celle-ci. Toi seul m'as offert une chance, et je ne suis pas de ceux qui fuient une chance. Je pensais que tu étais juste têtu. Je ne sais juste pas comment abandonner. » Elle le regarda. Dans ce regard, il y avait quelque chose de nouveau. Pas seulement une évaluation, pas de l'irritation. Quelque chose d'humain, de chaleureux, d'oublié depuis longtemps. « Merci, Ellie, » dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Tant que nous restons ensemble, nous avons une chance. » La nuit était de nouveau sombre. La lune s'était cachée derrière les nuages. Et seulement quelque part au loin, derrière les arbres, des hommes avec des fusils se tenaient tapis, attendant l'ordre. Mais dans la maison, une lampe brûlait. Et dans sa lumière jaune, deux êtres solitaires, ayant survécu à leur perte, se préparaient à ce qui pourrait être leur dernier combat. Ou le début de quelque chose de nouveau. La nuit, avant un combat, est toujours la plus longue. Ellie le savait. Il ne dormait pas. Il était assis près de la porte, sa carabine à la main, écoutant le silence, le souffle du vent, les légers sanglots de la vie nocturne tapie dans les prairies. À l'intérieur, la lumière chaude d'une lampe à pétrole, une légère odeur de haricots frits et le crépitement à peine audible du bois dans le poêle. Maggie ne demandait plus ce qui allait se passer. Elle était simplement assise, enveloppée dans une couverture, les cheveux dénoués, et le regardait attentivement. « Tu penses, Charles, qu'ils vont t'attaquer aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. « Je pense que si un homme a dit, avant le soir, il ne viendra pas à midi. Il viendra à l'heure la plus incommode, à la frontière entre la lumière et l'obscurité. » Il se détourna de la fenêtre et s'assit en face d'elle. « Il y a un plan ?» Elle restait réservée, mais sa voix s'était adoucie. « Un seul, tenir jusqu'au bout. C'est tout ? Oui, parce que Maggie... » Il marqua une pause, la regardant attentivement. « S'ils pensent que nous allons simplement céder, ils ne comprennent pas une chose. Cette terre signifie déjà quelque chose. Pour toi. Et maintenant, pour moi. » Elle hocha lentement la tête. « Alors nous tiendrons bon. » Ils attaquèrent alors que le ciel commençait à grisonner. Pas tout à fait la nuit, pas encore le matin, cette heure où l'homme est encore faible, mais la bête déjà affamée. Le premier fut un sifflement, à peine audible. Puis, un coup de feu. La balle s'enfonça dans le montant de la porte, et aussitôt après, un second coup, plus proche. La terre trembla sous les sabots. « À couvert !» cria Ellie, se précipitant vers la fenêtre. Il tira le premier. Pas pour tuer, mais aux jambes, juste pour arrêter l'un des cavaliers qui fonçait sur la maison. Puis, les torches entrèrent en jeu. L'une s'écrasa sur le toit. Les flammes s'élevèrent vivement, enveloppant la paille. « On subit. »« Au diable !» siffla Ellie en attrapant un seau d'eau. « Reste près de moi. » Maggie, sans trembler, tendit un second seau. Dans ses yeux, la peur, mais ses mains étaient infermes. Elle jeta de l'eau sur les flammes, puis saisit le fusil laissé près de la porte. « Tu sais tirer » cria Elia. « Mon père m'a appris quand je n'allais même pas encore à l'école. »
Alors couvre la fenêtre de droite. Moi, celle de gauche. » Des cris se firent entendre de l'extérieur. Une voix, rude, rauque. « Brûlez-les! Qu'ils se fatiguent, ensuite nous entrerons. » Élie tira de nouveau, atteignant la lanterne près d'un cheval. La flamme s'embrassa, aveuglant le cavalier. Celui-ci tomba hurlant. Tout se tut un instant. Maggie serra les dents, visant. Un coup de feu, court, net. Un cri. Quelqu'un recula. « Tu tires si bien, » dit Élie. « Et toi, tu tiens bien, mais ils ne reculeront pas. » Il la regarda, hocha brièvement la tête. « Alors nous non plus, nous ne reculerons pas. » Le second assaut fut plus féroce. Jed Holt s'avança lui-même. Il sortit de derrière la pente avec une torche et un revolver, à découvert. Élie reconnut sa démarche. Il n'y avait aucune peur dans ses pas, seulement un défi. « Mort !» cria-t-il. « Tu ne défends pas la terre, tu défends la fille d'un banquier, qui demain oubliera ton nom. » Élie sortit de son abri. « C'est toi qui penses que tout peut s'acheter. Mais l'honneur ne se vend pas. » Il tira. La balle érafla Jed à l'épaule. Il chancela, mais ne tomba pas. Un coup de feu retentit instantanément. La balle frappa Élie au flanc. Il s'affaissa, tombant sur un genou. « Élie !» cria Maggie en se précipitant vers lui. Il leva la main. « Ne t'approche pas. Couvre la maison. Je ne t'abandonnerai pas. Alors tire. » Il pansa sa blessure comme il put, serrant les dents. Tout brûlait à l'intérieur. Mais son esprit était clair. Maggie recula vers la fenêtre, tira 2 fois. L'un des assaillants hurla. Les autres commencèrent à battre en retraite. Apparemment, ils ne s'attendaient pas à ce que la fille de banquier sache tenir un fusil mieux qu'une coupe de champagne. 1 heure plus tard, tout se tut. Holt était parti. L'un de ses hommes gisait dans l'herbe, blessé. Les autres s'étaient dispersés. Maggie rentra dans la maison. Élie était allongé contre le mur, le visage pâle, les lèvres serrées, mais les yeux toujours vifs. Elle s'agenouilla près de lui prit la main. « Tu n'aurais pas dû t'exposer. Tu aurais pu mourir. » Je ne pouvais pas faire autrement. Pourquoi ? Il sourit avec difficulté. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas battu seulement pour quelque chose. Je me suis battu avec quelqu'un, à mes côtés, avec toi. Elle serra sa main plus fort. Dans ses yeux, des larmes, mais pas de peur, de quelque chose d'autre. Quelque chose qui mûrissait depuis longtemps et qui maintenant, au milieu de la fumée, du sang et de la lumière de l'aube, perçait à travers. Merci, Élie. Il ferma les yeux. Juste, ne me laisse pas mourir avant que je n'aie semé cette terre. Elle sourit à travers ses larmes. Je ne le ferai pas. Et tandis que le soleil se levait sur les prairies, dorant l'herbe desséchée et le bandage ensanglanté sur le flanc d'Élie dans la vieille maison. Pour la première fois depuis le début du voyage, un silence apparut, non pas menaçant, mais chaleureux, comme après une longue tempête. Et dans ce silence, 2 personnes comprirent. Un long chemin les attendait encore. Mais désormais, ils ne marchaient plus séparément. Le silence qui suivit les coups de feu résonnait dans leurs oreilles plus fort que le combat lui-même. Maggie était assise sur le porche de la maison du gardien, penchée sur une bassine d'eau tiède. Ses doigts s'étaient couverts de sang, étranger, mais désormais familier. Elle nettoyait la blessure d'Élie, tandis qu'il endurait, les dents serrées. « Je pensais que tu allais perdre connaissance, » dit-elle doucement en essorant le chiffon. « J'ai failli, » répondit-il. « Mais je t'ai entendu crier, et j'ai compris, il était trop tôt. » Il était allongé sur le vieux banc de camp, couvert de sa cape. La blessure était traversante. La balle avait traversé le flanc sans toucher l'os.
Mais le sang avait maculé sa chemise, son pantalon et même son fourreau. « Tu dois te reposer. Au moins une semaine, » dit-elle, s'efforçant de parler calmement, mais sa voix tremblait. « Et Jamie? J'ai promis de revenir dans 5 jours. J'enverrai un télégramme à ta tante. Je lui dirai que tu seras en retard. Elle comprendra. » Il la regarda. Les cheveux de Maggie étaient en désordre, de la poussière séchée au coin de ses lèvres. Son visage était fatigué, mais ses yeux, d'acier. « Tu es doué pour ça, » dit-il. « Pourquoi? Pour les soins. » Je n'aurais jamais cru qu'une fille de banquier sache soigner une blessure comme un médecin de cavalerie. Elle sourit légèrement. Et je n'ai pas toujours été une fille de banquier. Avant la guerre, mon père élevait des chevaux, et ma mère est morte tôt. Alors j'ai vite appris qu'une robe n'était pas une armure. Il hocha la tête. Je comprends. Ils se turent. Le vent agitait que le rideau. Quelque part au loin, une chouette cria de nouveau. Le 3e jour, Élie tenta de se lever, et aussitôt, il se saisit de sa blessure. « T'es-tu » grommela Maggie. « Reste allongé, je t'ai déjà versé de l'eau et fait du café. N'essaie pas de jouer les héros. » Il se laissa retomber en arrière, soupira. « Je n'ai juste pas l'habitude que quelqu'un prenne soin de moi. Toujours seul depuis ma jeunesse. Et maintenant, tu vas apprendre. Parce que je suis là et je ne te laisserai pas te lever tant que je ne serai pas sûr que tu ne vas pas t'effondrer. » Il la regarda, longuement, sérieusement. « Pourquoi n'es-tu pas parti? » « J'aurais pu, mais je ne suis pas parti. »« Pourquoi ?» Elle se détourna versant du café. Elle ne répondit pas tout de suite, parce que si j'étais parti, tout aurait perdu son sens. Je me battais pour la terre, oui, mais tu as montré qu'elle ne vaut quelque chose que lorsqu'il y a quelqu'un à tes côtés. Quelqu'un qui ne reculera pas. Il tendit la main, forte, calleuse, une vraie main de fermier. Elle posa sa paume par-dessus. « Tu es forte, Maggie. Je suis fatigué d'être forte. Mais à tes côtés, je n'ai pas peur. » Le soir, il s'asseyait près du feu de camp. Lui, enveloppé dans une couverture. Elle, près du poêle, se chauffant les mains. Il parlait un peu. Plus souvent, il restait silencieux. Mais dans ce silence, il y avait plus d'intimité que dans 100 mots. « Parle-moi d'Abby » demanda Maggie un jour. Il regarda longuement le feu avant de parler. Elle était plus silencieuse que le vent, mais quand elle riait, tout autour riait avec elle. Nous nous sommes mariés un jour de pluie. Tout le village était trempé, mais elle dansait pieds nus dans la boue comme sur de l'or. Elle aimait la terre, et notre fils, c'est sa copie. Tu l'aimes toujours. Il hocha la tête, mais différemment, tu sais. L'amour, c'est comme la terre. On peut le perdre dans un incendie, mais l'odeur, elle reste pour toujours. Et malgré tout, on peut recommencer à semer. Non pas à la place, mais en son honneur. Elle resta silencieuse. Elle posa simplement sa main sur son épaule. Le 6e jour, il se tenait déjà debout. Faible, chancelant, mais debout. Maggie le tenait par le bras, l'aidant à sortir au soleil. « Il fait chaud aujourd'hui, » dit-il. L'herbe est là presque repoussée. « La récolte sera bonne, » répondit-elle. « Surtout si tu restes. » Il la regarda. « Je pensais que tu proposerais la terre et partirais en ville. Je pensais partir. Mais maintenant, je ne suis plus sûr. Et si je dis que le loyer m'importe peu, mais que toi, tu m'importes ?» Elle sourit. « Alors je pourrais bien changer d'avis et ne pas partir. » Et pour la première fois, il rit. Doucement, rauque, mais sincèrement. « Eh bien, Maggie Devro, on dirait que nous grandissons tous les deux. Sur cette terre. Ce qui signifie que nous avons une chance. » Et à ce moment, le vent souffla sur la prairie. Non pas violent, non pas brûlant, comme ce jour de l'incendie, mais doux, comme le souffle d'une nouvelle vie. Sur la parcelle, la menace ne planait plus.
seulement l'attente, de quelque chose de plus grand, peut-être l'avenir. Quand Jamie Moore revint à la ferme, le soleil commençait à peine à se lever lentement derrière la colline, teignant la steppe d'une couleur dorée. Le garçon pieds nus, coiffé d'un chapeau de paille, sauta de la charrette et s'immobilisa, regardant la maison qui se tenait exactement à l'endroit où leur ancienne avait brûlé. « Papa » appela-t-il doucement. Ellie sortit de l'ombre du porche. Il marchait lentement, se tenant toujours le flanc, mais son sourire était authentique. « Viens ici, mon petit. » Jamie courut. Il se jeta dans les bras de son père, enfouit son visage dans sa veste et serra son épaule de ses doigts. « Tu ne repartiras plus ?»« Non, » répondit Eli, « plus jamais. » Un peu à l'écart, Maggie observait, sur son visage, quelque chose d'étrange. Pas de jalousie, pas d'envie, plutôt un rêve, un de ceux auxquels on a peur de croire. Depuis lors, tout prit une tournure plus domestique. Eli réparait le toit, Maggie désherbait les parterres, Jamie courait entre eux, poussant d'étranges cris indiens. Parfois, il s'accrochait à Maggie, lui demandant de raconter une histoire ou de lui apprendre à écrire. Elle fut d'abord gênée, puis céda, et les voilà assis près du feu, elle lisant, lui émerveillée. « Tu ferais une bonne mère », dit Ellie un jour en lui versant du café. Elle leva les yeux, surpris, puis doux. « Et toi, un bon père ?»« J'essaie. Parfois, j'ai l'impression de tout faire de travers. Mais il t'aime. C'est tout ce qui compte. » Il se turne. Puis il ajouta « Et moi, je commence à comprendre ce que signifie ressentir à nouveau. Pas la douleur, pas la perte, mais simplement ressentir. Ici, à tes côtés. » Maggie ne dit rien, mais sa main glissa vers la sienne, et y resta. Tout changea une semaine plus tard. Ils étaient assis près du feu du soir, quand un cavalier arriva. Jeune, nerveux, avec un télégramme. Eli ouvrit l'enveloppe, lut et grimaça. « Quoi ?» Maggie se tendit. Il lui tendit la feuille. « Le tribunal de district acceptera la plainte de Holt concernant la parcelle 4.1. Audience dans 2 jours. Votre présence est requise. » Elle relut 2 fois. Comment a-t-il ? Corruption. Holt avait encore des relations. Je savais qu'il ne partirait pas si facilement. Si nous perdons au tribunal, on nous jettera dehors. Tout ce que nous avons fait n'aura servi à rien. Jamie les regardait, ne comprenant pas les mots, mais ressentant la tension. Il s'approcha de son père, s'assit à côté. Ellie lui caressa la tête. « J'irai, » dit Maggie. « Seul ? Non. Il pourrait tout arranger pour que tu n'arrives pas, ou pour que le juge ne te entende pas. Et toi ?» Eli se redressa lentement, grimaçant de douleur. « J'irai avec toi, si tu es d'accord. » Elle le regarda longuement et profondément. « Seulement si tu promets de revenir. Vers nous. » Il hocha la tête. « Vers nous. Ça sonne déjà juste. » Le lendemain matin, ils partirent. Jamie resta avec sa tante à Willow Creek. Il serra son père dans ses bras, embrassa Maggie et dit sérieusement « Ne vous disputez pas. » Puis il sourit et s'enfuit, traînant derrière lui un cheval en bois. La route vers la ville fut longue. Maggie conduisait la charrette. Eli était assise à côté. Les paysages défilaient, prairies arides, pentes rocailleuses, rares maisons isolées. Personne ne parlait, et dans ce silence, il y avait plus que dans les conversations. « J'avais peur de toi quand nous nous sommes rencontrés, » dit-elle soudain. « Pourquoi ? Parce que tu regardais comme si tu voyais à travers moi, et je n'avais rien à montrer, à part de la colère. Et maintenant, » elle le regarda. « Maintenant, tu regardes comme si tu voulais rester. » Il soupira.
Non par lassitude, mais par soulagement. Je ne veux pas seulement. Je suis déjà resté. Le soir, ils s'arrêtèrent auprès d'un ruisseau. Ellie alluma un feu de camp, Maggie prépara un ragoût, et tout ressemblait à une scène d'une vie perdue depuis longtemps, simple, honnête. Quand elle s'approcha avec la gamelle, il la regarda différemment. Non pas comme une partenaire d'affaires, non pas comme une protectrice de la terre, mais comme une femme qu'il ne voulait pas laisser partir. Merci d'être restée avec moi, Maggie. Oui, merci de ne pas m'avoir chassé quand je suis venu, avec une proposition qui ressemblait à un ordre. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais tout n'est pas encore derrière nous. Il hocha la tête. Tu sais, si nous gagnons ce procès, commença-t-il, j'aimerais que nous ne retournions pas simplement à la ferme, mais à la maison, tous les trois. Elle le regarda en silence. Puis elle s'approcha. Elle ne l'embrassa pas. Elle posa simplement son front contre sa joue, doucement, silencieusement, comme le fait une personne qui a appris depuis longtemps à parler avec son âme et non avec des mots. Alors gagnons, Ellie. Et sous le ciel parsemé d'étoiles, dans le bruit de l'eau et le bruissement des arbres poussiéreux qui poussaient le long du ruisseau, naissait quelque chose de plus fort que tous les papiers, les tribunaux et les querelles de terre. Quelque chose de vrai. L'hôtel de ville de Willow Creek était blanc, avec de la peinture écaillée et une haute tourelle dont la cloche n'avait pas sonné depuis des années. Les gens dans la salle d'audience étaient assis silencieusement, tendus, comme à des funérailles. Certains étaient venus assister au spectacle, d'autres pour choisir leur camp. Le juge Hank McPhee était un homme aux cheveux gris, au nez toujours rouge et au regard fatigué. Il n'aimait pas les conflits. Et il n'aimait certainement pas être sous pression des deux côtés. Affaire concernant la parcelle 4.1. Demandeur, Jed Holt. Défendeur, Maggie Devro et M. Eli Moore, lisait l'assistant. Objet du litige, droit de propriété et légalité de l'occupation du terrain. Maggie se tenait droite, dans une robe simple mais élégante. Eli à ses côtés, dans une veste qu'il n'avait pas portée depuis son mariage avec Abby. Il tenait son chapeau dans ses mains, comme à l'église, et regardait droit devant. Son visage, calme. Seuls ses doigts tremblaient légèrement. Jed Holt était assis en face, rasé de près, dans un gilet coûteux. Il parlait avec assurance. Je me suis installé là quand la terre était sans propriétaire. Oui, elle appartenait à la banque, mais la banque ne s'en occupait pas. Pas de clôture, pas de panneaux. J'ai construit un abri, un pâturage, j'ai amené l'eau. La terre a été aménagée par moi. Les Devro ont simplement décidé de récupérer ce qu'ils n'utilisaient pas. Le juge fit un petit bruit de gorge. Mademoiselle Devro, quelle est votre position? Maggie se leva, clairement, calmement, mais avec un feu intérieur. La terre appartient officiellement à la banque. J'ai tous les documents, fiscaux, successoraux, plans des parcelles. Holt s'est introduit sans autorisation. Et oui, la parcelle n'était pas clôturée, parce que pendant la période de deuil après la mort de mon père, je n'avais pas la possibilité de tout gérer en même temps. Mais cela ne donne pas le droit de prendre ce qui appartient à autrui. Et Monsieur Moore, demanda le juge, il loue la parcelle pour 5 ans, à des conditions équitables. C'est un fermier, pas un tireur. Il m'a sauvé lorsque j'ai été attaqué par ces mêmes hommes qui réclament maintenant la terre. La salle murmura. Le juge frappa de son marteau. Assez. Mais il regarda son assistant, puis de nouveau Maggie. La justice et la loi ne coïncident pas toujours. Sur le papier, vous avez raison. Mais en fait, la parcelle a été occupée par Holt, et il a fait des efforts, certes illégaux, mais visibles. C'est un point délicat. Ellie se leva. Votre honneur. Puis-je prendre la parole? McPhee soupira. Parlez. Ellie s'avança. Hésitant, sa blessure se faisait encore sentir, mais sa voix était ferme.
J'ai y tout perdu. Ma ferme, ma femme. Il ne me restait que mon fils et la terre que Maggie m'a donnée. Elle n'est pas de celles qui jettent tout par-dessus bord. Elle aurait pu tout vendre, tout louer, tout oublier. Mais elle est allée à la frontière du comté, s'est battue pour cette terre, seule, sans protection, sans aide. Il se tourna vers Holt. Et vous êtes venu là avec des armes, avec des torches, avec des menaces. Si vous êtes le propriétaire, pourquoi brûler? Pourquoi tirer? Holt fit un petit bruit de gorge. Je me défendais. Contre vous. Ellie secoua la tête. Ce n'est pas de la défense, c'est une prise de possession. Assez, cria le juge. J'ai besoin d'un témoin. Pas de mots, pas d'émotion. Un fait. Quelqu'un était-il là quand la parcelle a été occupée? Silence. Personne ne bougea. Et soudain derrière, près de la porte, une voix retentit. J'étais là. Tous se retournèrent. Un vieil homme entra, voûté dans un manteau usé mais avec une démarche assurée. C'était George Palmer, le gardien de la parcelle avant la mort de M. Devereux. Beaucoup pensaient qu'il était parti vers le nord. « J'ai vécu dans la guérite jusqu'à la fin, dit-il. J'ai vu Holt arriver, sans permission. Je savais que la terre aurait été vendue à quelqu'un d'autre. Il est venu la nuit, et la première torche, celle qui a brûlé la grange, c'était l'un de ces hommes. Je l'ai vu. » Le juge se redressa. « Êtes-vous prête à témoigner sous serment? » « Je suis prêt. » Jed Holt bondit. « Il ment, vieux chien. Ils l'ont soudoyé. » Mais dans la salle, personne n'écoutait plus. Les yeux étaient rivés sur Palmer. Et Maggie, pour la première fois de la journée, se permit de sourire. Le procès se termina rapidement. Le juge frappa de son marteau. La terre reste la propriété de la famille Devereux. Tous les documents sont confirmés. Le témoin est crédible. Monsieur Holt, vous pouvez faire appel. Mais je vous recommande de ne pas essayer. Quittez la parcelle avant la fin de la semaine. Holt partit sans se retourner. Abattu, renfrogné. Il avait perdu, pas seulement l'affaire, il avait perdu le respect. Et pour un homme qui vivait de la peur des autres, c'était pire que la prison. Un mois plus tard, dans la petite église au bord de la prairie, les cloches sonnaient. Le mariage était simple. Maggie, dans une robe qui avait appartenu à sa mère. Ellie, dans une chemise propre, boutonnée jusqu'au cou. Jamie se tenait entre eux, tenant les alliances, et rayonnait comme l'aube sur le ranch. Presque tout le monde était venu, même ceux qui auparavant regardaient de travers le veuf et l'héritière du banquier. Car ce n'était pas le mariage de deux héros, mais de deux personnes qui avaient survécu à la douleur, à la perte et à la poussière, et qui avaient pourtant conservé en elles la vie. Quand Maggie et Eli sortirent de l'église, le vent arracha les pétales du bouquet et les emporta vers le ciel. Au-dessus de la prairie, le silence résonnait de nouveau. Mais cette fois, il y avait autre chose. Pas la solitude, mais la paix. Ils montèrent dans la charrette. Jamie s'installa à l'arrière, balançant ses jambes. « Papa, et maintenant nous serons tous ensemble? Pour toujours. » Eli regarda Maggie. Elle lui prit la main. « Oui, mon petit, maintenant, ensemble. » Et tandis que la charrette roulait sur la route poussiéreuse, de retour vers la maison où tout avait commencé, où une vie s'était consumée et une autre était née, le vent flottait au-dessus de leur tête. Non pas vif, non pas mauvais, mais doux, comme le souffle d'un nouveau chapitre. La prairie bruissait de ses hautes herbes. Le vent chassait la poussière comme un troupeau, et seulement sur une petite élévation, au milieu des clôtures fraîchement rabotées et des parterres bien alignés, il semblait ralentir le pas, comme s'il respectait ceux qui vivaient là. Sur le seuil de la maison se tenait Eli Moore, les yeux plissés contre le soleil. Dans sa main, une tasse de café, chaud et fort. Sur le porche, un tabouret grinçant sous son poids, des paumes calleuses, et dans son cœur,
cette plénitude rare et tranquille, difficile à nommer bonheur, mais facile à reconnaître. De derrière la maison, on entendit le tintement d'un seau et des rires. Jamie courait, le visage barbouillé de farine et de confiture, suivi d'un chiot nommé Poussière. Plus loin, des poules, des poulets, 2 vaches et un vieux cheval appelé Lacey, sur lequel Maggie était arrivée autrefois. Elle sortit un peu plus tard, avec un panier de linge, dans une robe simple, les cheveux attachés négligemment. Son sourire, sans maquillage, sans artifice, authentique. Tu regardes toujours le coucher de soleil comme si tu ne croyais pas qu'il t'appartient, dit-elle en s'approchant. Je compte juste, répondit-il. Tu comptes quoi? Tout ce qui aurait pu mal tourner, et tout ce qui a bien tourné. Elle s'assit à côté de lui. Elle appuya son épaule. Il lui prit la main, comme il le faisait toujours maintenant, comme pour vérifier si tout était à sa place, si elle était vivante, si elle était restée avec lui. « Tu sais, dit-il, je pensais que je ne pourrais plus jamais recommencer, qu'après Abby j'étais vide. Et tu t'es simplement retrouvé fertilisé par la terre, sourit Maggie, et quelque chose de nouveau a germé. Sauf que ce quelque chose grandit bruyamment, piétine le sol et pose des questions à chaque minute. Elle rit. Notre fils. Il hocha la tête. Notre. Plus tard, c'est le soir, Maggie était assise à table, écrivant dans un carnet. 7 octobre. Cela fait exactement 1 an que je suis venu le voir avec ma proposition. À l'époque, je pensais que je sauvais la Terre. Mais je me suis sauvé moi-même. J'ai trouvé un homme qui ne disait pas de mots superflus, mais faisait ce que d'autres promettaient. Il ne suppliait pas. Il se tenait à mes côtés. Et maintenant, ensemble, nous construisons ce que nous n'aurions pas pu construire seuls. La terre n'appartient à personne. C'est nous qui lui appartenons. Mais avec lui, je n'ai peur ni de perdre, ni de recommencer. Il est ma maison. À ce moment, la porte grinça, et Ellie jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Jamie s'est endormi sur le foin, dit-il. Poussière ne le quitte pas. Alors, qu'il dorme là, comme de vrai. » Il s'approcha, l'embrassa sur le sommet de la tête. « Viens. La nuit est douce, les étoiles sont sorties. » Elle ferma son carnet. « Allons-y. » Dans l'arrière-cour, sur une couverture, au milieu de l'odeur du feu de camp et du chant des grillons, ils étaient allongés côte à côte. Ils ne parlaient pas. Ils regardaient seulement le ciel. Au-dessus d'eux, la voûte céleste glissait lentement, comme l'eau dans un puits, profonde, insondable, éternelle. Et dans ce silence simple, presque sacré, il y avait tout, la douleur, qui était devenue le passé, la joie, qui n'exige pas de mots, et l'amour, celui qui ne brûle pas dans le feu, mais s'élève des cendres.